Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de deux livres. Alors, ils sont à côté de moi, je vais les prendre. Deux livres avec beaucoup de références, comme vous le voyez ici. Et ce sont deux livres qui n'ont pas un énorme rapport, mais il y a quand même un point de liaison, un point d'articulation entre ces deux livres. Et je vais donc pouvoir vous en parler et vous les présenter dans cette même vidéo. Il y a, pour tout vous dire, un livre que j'ai aimé et un livre que je n'ai pas du tout aimé. Pour des raisons que je vais évidemment vous expliquer. Il y a un livre extrêmement connu qui a fait un buzz vraiment important. Et il y a un livre totalement inconnu, à part pour une certaine niche de lecteurs, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. On va commencer tout de suite avec ce premier livre, qui est un petit ouvrage. Je l'ai découvert par hasard, alors double hasard. Premier hasard, je n'avais jamais entendu parler de cet ouvrage. Je l'ai découvert sur Internet par le biais de commentaires, d'articles que j'ai vus qui parlaient de ce livre. Et le second hasard, eh bien, c'est que où je vis, dans mon île du Pacifique, il y a une relation qui avait ce livre chez lui et qui me l'a passé. Alors moi, je suis curieux, je me suis dit, ah oui, pourquoi pas. Donc je regarde ce livre, je vois qu'on en parle beaucoup, j'ai vu des vidéos, quelques-unes, pas beaucoup, qui en parlaient. J'ai surtout lu des textes qui en parlaient. Et je me suis dit, oui, il ne faut pas passer à côté de phénomènes. Donc, je vais essayer de les lire, de regarder de quoi il retourne. Je vous dis tout de suite que de moi-même, je n'aurais pas acheté ce livre. Ce sont des sujets qui ne me passionnent pas. En tout cas, je ne lis pas ce genre de choses. Et c'est bien heureux que j'ai pu l'avoir par l'intermédiaire de quelqu'un qui me l'a prêté. Alors, c'est un livre qui parle de développement personnel. Alors, c'est un sujet qui passionne beaucoup de gens. Il y a énormément de lecteurs qui ont besoin d'avoir un support. Ils aiment découvrir des nouveaux conseils pour aller mieux dans la vie. Pourquoi pas? Ça peut être bien de suivre des conseils de temps en temps, ça peut donner des idées. Et le problème, c'est qu'il y a pléthore de livres de ce genre et qu'ils ne sont pas tous bons et qu'en fait, c'est un véritable raz-de-marée depuis déjà très longtemps concernant ce genre de livres. Alors, un de plus, je vais vous le montrer pour les gens qui connaissent. Vous allez dire, ah bah oui, bien sûr, évidemment, c'est très connu. Et pour les gens qui seraient passés à côté, je vais vous en parler tout de suite. Alors, voici ce livre qui s'appelle Miracle Morning. Miracle Morning. Donc là, c'est édité chez Pocket. C'est pas un gros livre. C'est un livre qui date de... Je vais vous dire ça tout de suite que je ne me rappelle pas. De 2017. Donc c'est un livre de 2017. Donc moi, je suis passé à côté de ce livre parce que, évidemment, je n'aurais pas de moi-même acheté ce genre d'ouvrage. Mais comme là, ça a fait un buzz incroyable, je me suis dit que c'était quand même intéressant de voir de quoi il retournait. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. L'auteur s'appelle Hal Elrod. Hal Elrod, c'est un auteur américain, c'est un auteur californien. Alors, je pourrais presque m'arrêter maintenant, si je voulais faire la blague, et dire, oh non, un auteur californien sur du développement personnel, c'est pas possible, c'est pas pour moi, ça va être de la soupe et on va tomber dans toutes les pires tares américaines qui sont produites en série, ce genre de livres, il y en a vraiment un nombre incroyable. Donc j'ai pris quand même quelques notes, donc je vais me servir de mes notes, parce que je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi. J'ai extrait du livre des passages que j'ai recopiés pour vous les lire. Mais je voulais quand même vous faire quelques commentaires en amont. Alors, ce livre fait 264 pages. Et ça se lit très très vite.
très très vite. J'ai lu ça en 1 heure et demie, un peu moins d'1 heure et demie, 2 heures. Alors avec mes notes, ça a été environ 2 heures. Mais ça a été très très rapide à lire. C'est un livre qui donne des conseils sur le développement personnel avec une méthode particulière, la méthode intitulée Miracle Morning. C'est de cette méthode dont on va parler pendant tout le livre. Donc, je l'ai lu rapidement et je dois vous le dire tout de suite, que les choses soient claires, ça a été une souffrance et non pas une révélation. Ça a été une souffrance. Ce genre de livre, bon, après, c'est exactement ce à quoi je m'attendais de la part d'un livre de développement personnel écrit par un Américain californien. J'étais quasi sûr de tomber là-dessus, sur le contenu, et même la bio de l'auteur est extrêmement prévisible. Alors, Hal Elrod, j'ai un peu de mal avec son nom, Hal Elrod, il est né en 1979 en Californie, c'est un vrai Californien, et son livre est typiquement américain et californien. On commence avec une partie de ce livre qui nous rappelle une petite biographie de l'auteur. On nous explique que cet homme a eu un accident assez grave, qu'il a eu du mal à s'en remettre, et que, bon voilà, il y a 50 pages à peu près, je ne sais plus si c'est 50 ou 70 pages, 50 pages, peut-être 40 pages là-dessus. Et on nous parle donc de sa vie, il nous parle, c'est lui qui l'écrit. Bon, c'est pas extrêmement bien écrit, donc il n'y a pas besoin d'avoir un talent littéraire pour lire ça. Hein. Donc, il écrit, il raconte sa vie, il dit qu'il s'en est sorti, et évidemment, qu'est-ce qu'il veut faire en bon américain commercial? Il veut nous vendre sa méthode, le Miracle Morning. Alors, c'est tellement entré dans ma tête parce que c'est répété et rabâché un nombre de fois incroyable dans ce livre. Miracle Morning, ça revient 3, 4, 5 fois toutes les pages. Donc c'est quand même fou, j'exagère quand je dis toutes les pages, mais ça revient vraiment beaucoup. J'ai perdu le compte, j'avais noté, je mettais un petit trait, une petite barre. Au début je ne l'ai pas fait. Et après je me suis dit, c'est pas possible, il le dit trop souvent, Miracle Morning. Donc j'ai pris un petit papier à côté de moi et je notais à chaque fois qu'il y avait Miracle Morning, je vérifiais comme ça, clac, 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 Miracle Morning, plus de 200 fois dans cet ouvrage. Alors, évidemment, c'est une sorte de technique commerciale, c'est évidemment un matraquage publicitaire à l'intérieur même du livre. Et évidemment, on pourrait dire que c'est de bonne guerre, parce que l'auteur veut nous vendre sa méthode, mais il ne veut pas simplement nous vendre son livre. Il veut aussi qu'on aille sur Internet pour se connecter à son site Internet Miracle Morning, et éventuellement sur son compte Facebook pour rejoindre la communauté. Parce qu'il y a une communauté à travers le monde. Ce livre a cartonné, c'est un vrai succès. C'est ce qui m'inquiète le plus. Donc, Miracle Morning est répété, rabâché systématiquement tout au long de ce livre. Plus de 200 fois, je vous dis, bien plus de 200 fois. Et on est en plein lavage de cerveau. Alors, on essaye effectivement de faire entrer cette notion qu'on a après en permanence dans la tête. Miracle Morning revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même les gens qui voudraient l'oublier ne pourront plus l'oublier. J'espère que je l'oublierai un jour. Donc, pour être un peu plus sérieux, ce livre, il est vraiment typique d'un livre américain. Il a toutes les tares de ces livres américains qui sont censés donner des leçons de vie au monde entier. Cet homme, Hal Elrod, au-delà de son accident de voiture, moi je ne remets pas en doute du tout cette histoire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait pleurer dans les chaumières. On est en plein cinéma hollywoodien. Il fait pleurer dans les chaumières en racontant qu'il a souffert, que ça a été difficile, que personne ne croyait qu'il s'en sortirait. Et grâce à ces méthodes qu'il a mis au point, il s'en est sorti et aujourd'hui, il est là pour nous vendre sa méthode. Il y a beaucoup de choses discutables dans ce livre. Déjà, je vais vous dire qu'est-ce que nous propose cet auteur. Il nous propose une méthode pour changer de vie qui est basée sur le miracle du matin, c'est-à-dire un réveil très tôt. Cet homme nous conseille de nous réveiller à peu près vers 5h30 du matin pour commencer une journée
d'une manière plus dynamique et pour ne pas perdre de temps de vie. D'ailleurs, le sous-titre, c'est « Offrez-vous un supplément de vie ». Toute une promesse. Donc, on nous dit qu'il faut nous lever très tôt, qu'il faut prendre en main notre destinée et ne pas nous laisser happer par notre quotidien qui ne nous apporte rien. D'ailleurs, l'auteur n'arrête pas de rabâcher tout au long du livre que 95% de la population, sous-entendu mondiale, est extrêmement médiocre. Les gens sont médiocres, ils ont une vie médiocre, ils ont une pensée médiocre, ils ont une attitude médiocre. Ça, c'est le leitmotiv de cet auteur. D'ailleurs, il en a fait un chapitre. Le chapitre 3 s'intitule « Connaître le club des 95%, sous-entendu les 95% de gens médiocres ». Alors, c'est évidemment très prétentieux de sa part, c'est aussi très stigmatisant. C'est peut-être un moyen de mobiliser le lecteur. Il n'empêche que c'est presque insultant pour l'ensemble de la planète qui pourrait tomber sur ce livre. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas non plus dans ses propos. Cet homme nous conseille de se lever de bonne heure, à 5h30, pour reprendre sa vie romain, pour faire de la méditation, pour faire de la respiration, pour faire de la prière, parce qu'il parle aussi de prière. C'est un Américain, ne l'oublions pas. Et il prétend que si on ne se lève pas à 5h30, on ne pourra pas reprendre notre vie en main. Je pense que cet homme est extrêmement nombriliste et qu'il est complètement déconnecté de la réalité du monde. Ça en est même insultant. En réalité, cet homme, Hal Elrod, que je vais vous incruster maintenant ici, eh bien, il ne tient pas du tout compte, il est méprisant envers l'immense majorité de la population mondiale qui se lève certainement extrêmement tôt, peut-être à 5h30, peut-être même plus tôt. Pourquoi faire? Pour survivre. Cet homme ne tient pas du tout compte que le monde n'est pas la Californie. Et quand il dit que les gens sont des fainéants parce qu'ils ne veulent pas se lever tôt, il ne fait pas de distinguo. Il oublie qu'il y a des centaines de millions de gens en Inde qui doivent se lever tôt pour survivre, des centaines de millions de gens en Afrique qui souffrent, et c'est exactement la même chose. Ils doivent se lever tôt pour survivre. Et on a aussi sûrement des centaines de millions de gens en Chine et de par le monde qui se lèvent tôt pour survivre. Il oublie également la catégorie des travailleurs qui doivent se lever extrêmement tôt, 5h, 6h du matin, pour se préparer, faire un trajet. Beaucoup de gens habitent loin de leur emploi, donc de leur lieu de travail. Ils prennent des transports en commun, ils prennent des voitures, ils se retrouvent dans des embouteillages. Beaucoup partent à 6h du matin. Donc ce monsieur se fout ouvertement du monde, en réalité. Il est totalement déconnecté de la réalité. C'est typique de ce genre de personnes qui pensent uniquement marketing, qui pensent réussite. Et quand il dit réussite, parce qu'il en parle beaucoup, même si à certains moments du livre, il parle de réussite personnelle, pratiquement tous ces exemples sont orientés vers la réussite financière. Pardon. C'est une obsession sans doute propre à l'Amérique. Maintenant, moi, je veux préciser, je n'ai rien du tout contre la réussite financière. C'est très bien d'essayer de réussir un peu financièrement. Maintenant, si on me demandait mon avis, je me dirais que dans l'existence, ça n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est ma réussite avec ma vie avec mes amis, avec ma famille, une vie amoureuse, une vie intellectuelle riche. Et après, si je peux avoir une réussite professionnelle, c'est bien. Mais ça n'est pas une obsession. Je ne montre pas du doigt du tout les gens qui veulent réussir. Au contraire, c'est très bien. Il faut vraiment, c'est bien qu'il y ait des gens qui soient motivés à vouloir avoir une réussite professionnelle. Tout ça est parfait. Maintenant, donner des leçons au monde, prétendre donner des leçons au monde en disant qu'il faut se lever de bonne heure pour réussir et essentiellement financièrement, à mon sens, c'est déplacé et c'est typique d'un comportement américain. Alors, cet homme, il a d'autres tares, à mon sens. Je vais un peu loin, mais je vous assure que je ne comprends pas qu'on puisse s'enthousiasmer pour ce genre de livre. Et je vais vous donner de bons exemples. Beaucoup de gens sont unanimes sur ce sujet, beaucoup de scientifiques, de médecins. On n'est pas égaux face au sommeil.
Napoléon Bonaparte dormait très peu, paraît-il, mais il fait partie sûrement de ces 3%. La plupart des gens ont besoin de sommeil. Ça pourrait peut-être même carrément mettre en danger leur santé s'ils dormaient pas assez. Donc en réalité, on sait ce que ça fait, le manque de sommeil, ça fatigue. Moi, j'ai eu la chance de visiter le Japon. Je suis resté un mois dans les grandes villes. Et j'ai vu à Tokyo les gens qui se lèvent extrêmement tôt. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est un des pays où on dort le moins en ce moment et où on a perdu le plus de sommeil. Les gens se lèvent très tôt et ils sont très tôt dans les transports en commun et tard le soir. Et quand on les croise le soir dans les transports en commun, on les voit dormir. Ces gens sont épuisés. Donc ils s'endorment sur les fauteuils, ils s'endorment parfois contre une barre. Véritablement, hein, c'est très curieux, on n'a pas du tout l'habitude de ça, et c'est dû à cette activité intense, ce manque de sommeil et cette journée extrêmement occupée. Donc ce monsieur, Hal Elrod, il voudrait qu'on dorme encore moins, essayant de vendre sa méthode à tout le monde sans prendre en compte la génétique de chacun. Alors, il y a d'autres choses qui m'ont gêné dans ce livre. Je vais vous en citer une petite en vous donnant un exemple. Cet homme m'a paru, comme je vous le disais tout à l'heure, complètement déconnecté de la réalité, et j'ai un autre exemple à vous donner. Donc je crois que c'est dans le premier chapitre, il s'exprime ainsi. Alors, 2 points, ouvrez les guillemets. Dernièrement, j'ai lu une étude alarmante. L'Américain moyen est en surpoids de 9 kilos, endetté à hauteur de 10 000 $. Alors là, on se dit, mais c'est pas possible. Là, on croit rêver. Mais où vis-tu, Hal Elrod? Est-ce que tu vis vraiment aux États-Unis? Est-ce que tu connais ton pays? Ou est-ce que tu connais simplement ton quartier, peut-être de Los Angeles ou de San Diego, je ne sais pas où il vit, où tu as que des gens qui font du sport et qui mangent vegan? Parce que la réalité des États-Unis, c'est pas ça. On a tous cet imaginaire en nous, on le sait, parce qu'on le sait depuis très longtemps. Il y a un problème majeur et énorme d'obésité aux États-Unis à cause de la malbouffe et de l'inactivité physique. Et évidemment, on a l'impression, quand il dit ça, qu'il débarque d'une autre planète et qu'il ne sait pas du tout dans quel pays il vit. C'est quand même incroyable d'être déconnecté à ce point de la réalité. Il y a pas mal de choses autres qui m'ont gêné, notamment une référence vraiment très fréquente à la religion. Alors, je ne suis pas du tout étonné. C'est un Américain, qu'il soit démocrate, qu'il soit républicain, même combat, ces gens sont quand même façonnés par la religion. Et le président des États-Unis d'Amérique, je vous le rappelle, prête serment sur la Bible, que ce soit un républicain ou un démocrate, ça ne change rien. Donc il y a cette présence extrêmement forte de la religion dans l'univers américain. Et pour quelqu'un comme moi, qui est parfaitement athée, qui n'a aucune recherche de spiritualité transcendantale, c'est un peu dérangeant. Alors, ce qui m'embête, effectivement, c'est que je peux très très bien comprendre que ce livre trouve son chemin aux États-Unis, dans cette ambiance. Maintenant, dans des pays où la religion est en perte de vitesse, comme globalement la majorité des pays européens, c'est quand même beaucoup plus inquiétant, notamment en France. Alors, il y a beaucoup de références, donc je vais vous en citer quelques-unes que j'ai notées, qui sont à travers tout le livre. Alors, nous allons commencer ici. Ça, c'est dans le premier chapitre. C'était noté dans mes références sur le premier chapitre. Comment se fait-il que lorsqu'un bébé vient au monde, nous parlons souvent de miracle de la vie? On a compris, aux États-Unis, quand on parle de miracle de la vie, quand on a le mot miracle dans sa bouche, c'est une référence biblique, ça n'est pas un mot galvaudé ou qui est sorti de son contexte. Je sais que chez nous, on a l'habitude, on peut utiliser le mot miracle comme ça, à tort et à travers, mais il est souvent dénué de connotations religieuses. Il faut bien comprendre la psychologie américaine. Quand on parle de miracle, ça n'est pas dénué de
spiritualité. Ça n'est pas pour rien si ce livre s'appelle Miracle Morning. Il n'a pas choisi le titre par hasard. Le miracle du matin, pour lui, a une connotation religieuse. Je continue. Oprah, alors c'est Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, c'est vous le savez tous, mais pour quelques personnes qui ne le sauraient pas, une présentatrice américaine, c'est son idole. Donc il est amoureux de Oprah Winfrey, il en parle tout le temps dans son livre. Donc Oprah a affirmé au docteur Oz que la méditation transcendantale l'avait aidé à se connecter à ce que l'on appelle Dieu. Autre citation. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Autre manifestation. Autre déclaration. Pardon. Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Nombre d'adeptes du Miracle Morning se servent de leur temps de lecture pour combler leurs lacunes en matière de religion, en lisant la Bible, la Torah, etc. Autre citation. La dimension spirituelle comprend des éléments intangibles, comme l'âme, et le pouvoir supérieur invisible qui régit le tout. Bon alors voilà, il y en a beaucoup d'autres, je n'allais pas en relever 50, je voulais juste vous donner la teneur de ces références religieuses. Donc elles sont à travers tout l'ouvrage, et évidemment, pour quelqu'un comme moi, ça me dérange un peu. Moi, je n'ai strictement rien contre les religions, tant qu'elles me laissent tranquille et qu'elles n'interfèrent pas dans ma vie privée. Et donc, j'ai beaucoup de mal avec ce genre d'auteurs qui font toujours des références à une hypothétique divinité supérieure. Donc ça, c'est une chose qui m'a beaucoup gêné. Ce qui m'a également gêné, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est que cet homme ne tient pas ses promesses puisqu'il nous dit qu'il va nous aider à aller mieux dans l'existence, alors qu'en réalité, il ne s'intéresse surtout qu'à un aspect essentiel, celui de la réussite financière. Donc je vais vous citer un exemple où il parle de l'argent. Quoi que vous souhaitiez faire de votre vie, vous avez à votre disposition un nombre incalculable de livres vous disant comment y parvenir. Vous voulez devenir multimillionnaire? Il existe tout un tas de livres écrits par des personnes ayant atteint le zénith du succès financier qui vous diront comment procéder. Alors voilà, il donne des références, il parle d'auteurs que je ne connais pas, je n'ai pas envie de vous les citer, qui vous aideront à devenir millionnaire, mais lui aussi, puisque c'est quand même une de ses priorités. Et si vous ne suivez pas ses conseils, il vous rappelle en fin de page que vous ferez partie des 95% médiocres de la population. Ça, c'est une chose qui m'a aussi pas mal dérangé. Je voulais aussi revenir sur un aspect intéressant qui est lié à la citation tout à l'heure que j'ai donnée quand il parle de l'Américain moyen qui est en surpoids de 9 kilos. Moi, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, bon, c'est bien, il va quand même parler d'une chose intéressante, il va nous évoquer les problèmes de malbouffe, les problèmes de produits chimiques qui sont dans la nourriture américaine depuis fort longtemps, le problème de l'inactivité, des gens qui se déplacent tous en voiture, puisque les Américains font tout en voiture, il n'y a pratiquement pas de marche pour aller faire ses courses ou faire je ne sais quoi. En tout cas, c'est le modèle basique. Et je me suis dit, c'est bien, il va en parler. Et non, il n'en parle pas. Il n'en parle pas du tout. Il n'évoque pas du tout cette malbouffe. Par contre, que fait-il? Il nous parle un peu d'alimentation. Je ne sais plus dans quel chapitre c'est, mais il nous parle un petit peu d'alimentation à un moment donné. Et je vais vous dire ce qu'il explique. Voilà le chapitre sur l'alimentation. Concernant les aliments, il est prouvé qu'un régime alimentaire riche en aliments crus et non transformés, tels que les fruits frais et les légumes, permet d'accroître le niveau d'énergie, d'améliorer la concentration et le bien-être émotionnel, de rester en bonne santé et de préserver des maladies. J'ai donc créé le Miracle Morning Superfood Smoothie, qui renferme tout ce dont votre organisme a besoin dans un grand verre bien froid. Je parle là d'une protéine complète, des antioxydants, anti-vieillissement, des acides gras essentiels oméga 3 pour renforcer le système immunitaire, cardiovasculaire et cérébral, ainsi qu'un large éventail de vitamines et de minéraux. Et ce n'est pas tout. Je n'ai pas parlé de tous les super aliments tels que le cacao
aux phytonutriments stimulants et psychotoniques. Le maca, produit adaptogène des Andes, prisé pour ses effets sur l'équilibre hormonal, offrant une énergie durable, ou encore les graines de chia, aux propriétés coupe-faim et dont les nutriments sont bons pour le système immunitaire. Alors moi, ça m'amuse beaucoup, parce qu'en fait, Al Elrod, dis-nous simplement que tu es végane. C'est pas la peine de nous faire tout un speech et de nous parler de l'obésité, du surpoids, c'est le mot qu'il évoque, des Américains. Il n'évoque pas un seul instant un équilibre alimentaire. Il ne nous dit pas manger moins de viande, manger un peu plus de poisson, manger un peu moins de fromage, mais continuer les laitages. Non, il nous parle de nourriture crue et végane. Alors dis-nous que tu es végane, dis-nous que tu fais un petit peu de prosélytisme à ce moment-là dans ton livre, et on ne te le reprochera pas, puisque tu nous le dis. Dis-nous que tu fais du prosélytisme pro-vegan. Non, ça n'est pas dit, ça n'est pas mentionné. Mais c'est quand même un peu vicieux, je trouve. Donc ça, c'est une chose qui m'a dérangé également. Ce qui m'a aussi beaucoup dérangé dans ce livre, c'est qu'il enfonce des portes ouvertes. Et en fait, c'est plutôt un ramassis de poncifs que tout le monde a déjà entendu, qu'on connaît par cœur. Et il nous parle énormément dans ce livre de la méditation et du yoga. Alors il cite un tas de gens fameux qui font du yoga. Et pour lui, c'est extraordinaire. Il l'inclut dans son programme. Il inclut la méditation. Il explique que le matin, il faut méditer, respirer. Il faut également prier. Il faut rendre grâce. Alors là, on retourne dans la dialectique spirituelle religieuse. Aux États-Unis, quand on dit rendre grâce, c'est rendre grâce au Seigneur, rendre grâce à l'existence, au côté précieux de la vie. Donc, on est en plein toujours dans cette spiritualité. Et quant à la méditation, ce qui m'embête, c'est qu'effectivement, on connaît ça depuis des lustres. Tout le monde a entendu parler des bienfaits du yoga et de la méditation. Ça prend une part très importante dans ce livre qui se répète énormément. Et donc, du coup, on a droit à notre couplet sur la méditation. Alors, il est très intéressant. Je crois que c'est dans le chapitre 6. Il nous parle de la méditation et il nous explique qui sont ces modèles. Donc, dans la vie, Al Elrod, décidément, j'ai du mal, sans regarder son nom à m'en souvenir, Al Elrod, eh bien, on découvre quels sont ces modèles, quelles sont ces références, et c'est très intéressant. Je vais vous citer 3 exemples sur la méditation de ce qu'il en dit. Des célébrités, des PDG et des personnes ayant particulièrement réussi, comme Jerry Seinfeld, Sting, Russell Simons, Oprah Winfrey, entre autres, ont publiquement déclaré que la pratique régulière de la méditation est devenue une partie inestimable de leur existence. Autre citation. Ce n'est pas une coïncidence si certaines personnes parmi les plus brillantes de notre société, des célébrités telles que Will Smith, Jim Carrey, Suze Orman, Mohamed Ali, Oprah Winfrey et bien d'autres encore ont toujours exprimé leur croyance selon laquelle la pensée positive et les affirmations les avaient aidés dans leur parcours vers le succès et la fortune. Autre citation. Will Smith a déclaré s'être servi de la visualisation afin de surmonter des difficultés et visualiser son succès plusieurs années avant de devenir une vedette. Autre exemple célèbre. Jim Carrey, qui s'est libellé un chèque d'un montant de 10 millions de dollars en 1987, daté entre guillemets Thanksgiving 1995, en ajoutant comme commentaire, ouvrez les guillemets, pour service rendu en tant qu'acteur, fermez les guillemets. Il a ensuite effectué un travail de visualisation pendant des années, et en 1994, il a reçu un cachet de 10 millions de dollars pour son rôle principal dans Dumb and Dumber. Alors voilà, là on est en plein dans les références de notre auteur. Alors évidemment, on retrouve cet aspect financier, et ce qui me dérange également beaucoup, c'est que cet homme semble avoir comme référence des gens du show business, et uniquement, ou du sport, du show business. Et moi, évidemment, c'est un côté dérangeant. Il n'a pas d'artistes, écrivains, ou des peintres, ou bien des scientifiques, ou des philosophes, qui sont quand même importants dans l'existence, ou à la limite des hommes politiques. Non, il n'a que Will Smith, Jim Carrey et Oprah Winfrey. Ça en dit long sur la mentalité de cet homme, et évidemment de son côté extrêmement américain,
Pour moi, c'est rédhibitoire. Là, quand on me cite ce genre de référence, je sais à qui j'ai affaire. Il continue, puisqu'il il nous invite un peu plus dans des confessions et nous parle, dans la conclusion de cet ouvrage, de son mentor. C'est le terme qu'il emploie. Donc, voilà ce qu'il dit. Comme je le recommandais, toujours avec insistance, mon mentor Kevin Bracy, ouvrez les guillemets, devient sans attendre exceptionnel. Fermez les guillemets. Alors, qui est Kevin Bracy? Alors, moi, je ne le connais pas, cet homme, donc je suis allé chercher, parce que ça m'intéresse beaucoup, là. Le mentor de l'auteur de Miracle Morning, je veux savoir qui c'est. Donc, c'est un homme qui a fondé un mouvement qui s'appelle... c'est une sorte d'église, c'est Life Changer International. Life Changer International, avec un meilleur accent. Et donc, du coup, je voulais savoir qui c'était. Alors, on va regarder ensemble. Je vous l'incruste maintenant pour que vous fassiez une idée par vous-même. Hold up, wait a minute, Vikings, put some greatness in it. Don't stop, get it, Viking pride. Brace yourself. Each one, reach one. We got what? Greatness, 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 clap. Hey, greatness, clap. Hey, what's going on, Vikings? Good morning to you. Coach Greatness here, just reaching out to you. You know, during these times right now, as I'm hunkered down in my house with my family, doing my workouts, doing my virtual assemblies and things like that, I have time to really think about all those fun times that I've had. Let's go, R-E-A-C-H, we reach for our dream. Let's go, R-E-A-C-H, we reach, hey, R-E-A-C-H, we reach for our dream. Switch it up, I'm cool, I'm kind, got greatness on my mind. Let's go, I'm cool, I'm kind, got greatness on my mind. Here we go, I'm cool, I'm kind, got greatness on my mind. Last time, I'm cool, I'm kind, got greatness on my mind. Alors voilà, vous avez vu qui était Kevin Bracy. Alors cet homme, c'est un croisement entre un vendeur de téléachat et un évangéliste qui aurait avalé la méthode Coué, en réalité. Donc, on l'a, c'est typique, vous l'avez vu, il y a vraiment ce côté répétition extrêmement fatigante. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit cet homme régulièrement, hein, il faut se motiver. Hal Elrod, il le dit tout le temps. Et effectivement, quand on voit son mentor, on comprend d'où ça peut lui venir. Alors moi, c'est tout ce que je déteste, évidemment. C'est ce mélange évangéliste et télé-réalité et téléachat, pardon, c'est vraiment insupportable. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a l'impression de lire. On a l'impression de lire un livre du téléachat. C'est exactement le principe de ce livre. C'est de nous marteler que le livre est extraordinaire. Il nous le dit d'ailleurs très régulièrement. Et il conclut de cette manière. Je vais vous lire comment. Alors, avant de conclure, il y a une petite chose très intéressante dans sa conclusion sur laquelle je voudrais revenir. Cet homme cite en exemple le Dalai Lama. Et il reprend une citation du Dalai Lama que je vais vous lire maintenant. Donc le Dalai Lama dit « Chaque matin, quand vous vous réveillez, dites-vous que vous avez la chance d'être en vie, que votre existence est précieuse, que vous n'allez pas la gâcher, que vous allez utiliser toute votre énergie pour évoluer, pour vous ouvrir aux autres et leur faire le plus de bien possible. » Fermez les guillemets. Donc c'est tout à son honneur, évidemment, c'est typiquement bouddhiste, tibétain, bouddhiste, on fait du bien aux gens, bon, c'est honorable, pourquoi pas, c'est une certaine philosophie. Évidemment, moi je ne m'arrête pas à certaines déclarations, j'aime bien fouiller, et j'ai pas eu besoin de fouiller beaucoup. Il y a très longtemps, j'avais lu et entendu une déclaration du Dalai Lama qui m'avait beaucoup choqué, et j'emploie vraiment ce mot « choqué » à dessein. Pourquoi ? Voilà ce que disait le Dalai Lama après le catastrophique tsunami qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Le Dalai Lama disait « Ces événements, comme le tsunami, se produisent à cause du karma de chacun. Ceux qui ont péri durant le tsunami avaient un mauvais karma. » Alors bon, là on est en pleine contradiction
Parce que notre brave ami Hal Elrod nous explique qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il faut évidemment se prendre en main, c'est en quoi il n'a pas complètement tort, qu'il faut se prendre en main, qu'il faut suivre sa méthode, c'est encore mieux. Mais par contre, il prend comme référence notre ami le Dalai Lama, qui lui pense qu'on aura beau se démener et se bouger dans tous les sens, et on retombera toujours dans une sorte de fatalité karmatique, puisque c'est notre destinée, on a un mauvais karma, on a fait des mauvaises choses, il faut le payer un moment ou un autre. Donc ça, c'est la contradiction typique du gars qui cite le Dalai Lama, mais qui ne l'a sûrement même pas lu, ou il l'a peut-être écouté un petit peu, mais enfin j'imagine que c'est comme ça. Ou alors ces gens se moquent totalement de lancer des citations à tort et à travers, sans comprendre vraiment ce que ça représente. Alors, je vais arriver directement à la conclusion de ce livre. En conclusion, il y a un élément très très amusant, très très intéressant. Voilà comment conclut notre ami Hal Elrod. Je peux vous demander un petit service. Si ce livre a amélioré votre vie, si vous avez le sentiment de vous sentir mieux après l'avoir lu, et constaté que le Miracle Morning vous a incité à prendre un nouveau départ dans n'importe quel domaine, voire tous les domaines de votre existence, j'espère que vous ferez quelque chose pour une personne que vous aimez. Donnez-lui ou prêtez-lui votre exemplaire. Demandez-lui de le lire. Mieux, offrez-lui un exemplaire à l'occasion de son anniversaire ou de Noël. Quel plus beau livre à offrir que le seul à même de transformer chaque matin en matin de Noël. Alors, pour les gens qui ne l'auraient pas compris, qui auront eu le courage d'aller jusqu'au bout de ce livre, ils auront la conclusion très marketing de cet ouvrage. Cet homme n'oublie pas, après nous avoir répété plus de 200 fois Miracle Morning dans son texte, après nous avoir incité des dizaines de fois à aller sur sa page internet, sur son site internet, à aller récupérer des produits de sa licence Miracle Morning, il n'oublie pas de nous inciter fortement à acheter son livre et à l'offrir, parce que c'est évidemment le seul à même de transformer chaque matin en matin de Noël. Donc évidemment, ça résume assez bien les choses. Ce livre n'est qu'une pure opération de produit marketing. Peut-être que cet homme ne le prend pas comme ça, c'est possible. Par contre, j'imagine que les éditeurs ont flairé la bonne affaire aux États-Unis et qui se sont dit « Ah, nous, aux États-Unis, on est demandeurs de nouvelles méthodes tous les jours parce que dans le téléachat américain, on a des nouveaux produits tous les ans et tous les jours pour attirer un nouveau client. Vous savez, c'est comme ces appareils à abdos ou ces produits miracles pour faire mincir. Tous les ans, tous les 6 mois ou tous les 3 mois, je ne connais pas le rythme des téléachats, je n'ai pas regardé ça depuis des années, c'est simplement par curiosité de temps en temps pour voir à quel point c'est pathétique que je peux regarder. Eh bien, ces Américains, ils ont toujours des nouveaux produits. Donc la planche à abdos de l'année dernière n'était pas bonne, mais celle-ci, elle est miraculeuse. On est exactement dans le même type de propos avec cet ouvrage qui essaye évidemment de nous faire croire que son livre est le seul et unique qui va nous sortir de notre médiocrité, mes amis. Nous sommes médiocres. Donc si vous ne le savez pas, c'est quand même la conclusion que vous retirerez du livre. Si jamais vous osez ne pas adhérer aux thèses de Miracle Morning et vous levez à 5h30 du matin pour méditer, respirer, penser le monde, eh bien vous resterez des gens médiocres et il ne faudra pas pleurnicher si votre vie est pourrie. Avec ce livre, on vous le rappelle en permanence. Donc voilà, j'en termine avec cette critique. Il y avait une bonne chose dans ce livre. À un moment donné, je l'avais noté, et malheureusement, je l'ai noté au papier, sur un morceau de papier, et là, je l'ai plus sous les yeux, mais je me souviens un petit peu ce qu'il peut dire. Notre auteur, notre brave Hal Elrod, il dit une chose très intelligente. Il dit, il nous raconte que toute lecture, tout livre que nous lirons, nous laissera une trace indélébile. Eh bien, c'est exactement ça. Alors, faites attention. Mon dernier conseil de lecture, ne lisez pas Miracle Morning. Ne l'achetez pas, ne donnez pas d'argent à ces escrocs, et si il vous tombe entre les mains,
essayez de vous convaincre de ne pas aller plus loin que la couverture. Moi, j'ai fait l'effort. Je suis très honnête avec vous, j'ai lu presque entièrement. Quand je dis presque entièrement, c'est qu'il y a certains passages à l'intérieur que j'ai zappés, mais globalement, j'ai lu 80% du livre, et ça n'avait strictement aucun intérêt. Ce qui me désole et qui m'effraie, c'est que la France et l'Europe puissent se laisser contaminer par des choses pareilles. Il faut chasser tout ça de sa bibliothèque. Alors, je vais continuer avec le second livre que je veux vous présenter aujourd'hui. Je m'en munis maintenant, donc il est ici. Alors, c'est un livre qui peut nous faire une transition avec le premier. Vous l'avez compris, j'ai détesté Miracle Morning et tout ce que ça véhicule. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, qui est un livre de niche. Il va intéresser très très peu de gens. Mais je tiens à le présenter parce qu'il me tient à cœur. C'est une lecture de cette année. Donc je l'avais présenté dans ma pile à lire de ces dernières semaines. Et je me suis laissé tenter. Ça faisait un moment que je voulais le lire. Je l'ai depuis longtemps. Et je m'étais dit pendant pas mal à de nombreuses reprises, quand je l'ai regardé, que je l'ai feuilleté, que je l'ai sous la main, qu'il était très beau, qu'il me paraissait bien documenté, mais que je n'allais pas forcément apprendre de choses, et j'avais mis pas mal de temps à le lire. Je savais que je le lirais un jour, et j'ai mis beaucoup de temps. Alors, ce livre me tient à cœur pour plusieurs raisons, mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi il peut faire la liaison avec le premier. Dans ce livre, ce n'est pas une méthode pour être heureux, mais il y a des éléments positifs qui peuvent nous apporter un certain bien-être, un certain équilibre. Vous allez rapidement comprendre quand je vais vous en parler. C'est un livre, je vous le présente tout de suite, comme ça c'est fait, qui est sur le karaté. Alors ne fuyez pas pour les gens qui ne pratiquent pas les arts martiaux ou qui pensent que c'est simplement pour donner des coups de pied dans la tête aux méchants ou pour se bagarrer. Le karaté c'est plus profond que ça. Ce livre nous en parle. Et évidemment, c'est un livre intéressant sur de nombreux plans. Comme son nom l'indique, l'histoire du karaté-do, c'est un livre d'histoire. Alors, il est aux éditions EM. L'auteur s'appelle Kenji Tokitsu. C'est un japonais. Je crois qu'il vit en France. Alors, en Europe, c'est sûr, il a vécu en France. Je ne sais pas s'il y est encore. En tout cas, il vivait en France. C'est un livre de 2003, si ma mémoire est bonne. Il faudra vérifier. Je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est ça, c'est un livre de 2003 et ça a donc comme prétention de nous parler de l'histoire du karaté, prétention réussie, je le dis tout de suite. L'objectif est atteint, on nous parle de l'histoire du karaté-do à travers les âges, depuis le XIVe siècle jusqu'à nos jours, jusque les dernières années. Donc, c'est un livre au carrefour du sport et de l'histoire. C'est ce que pourraient considérer les gens qui regardaient ce titre, Karaté-do, ils se diraient, bon, un livre de sport. Moi, je ne pratique pas le karaté en faisant du sport. Parce que je pratique le karaté et je ne le prends pas comme un sport. Je peux vous faire une confidence, je n'aime pas beaucoup le sport. Le sport pour ce que ça représente. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait quelque chose qui me plaise, qui m'attire. Je pourrais très bien aller jouer par exemple au tennis, parce que ça va m'amuser. C'est amusant, il y a un côté ludique, donc ça me plaît. Alors je suis mauvais au tennis, mais c'est pas grave, ça me plairait quand même. Et le karaté, je ne l'envisage pas comme une pratique sportive. Alors certes, évidemment, il y a du sport dans les arts martiaux, mais il y a aussi d'autres choses. Et ce sont ces autres choses qui m'intéressent. On est déjà, évidemment, comme vous vous en doutez, avec une pratique anciennement martiale. Donc c'est une activité qui, malgré tout, trouve ses origines dans le combat et dans la capacité à se défendre. Donc c'est plus ce côté-là qui m'intéresse, avec toute la philosophie qui est drainée par les arts martiaux japonais qui puisent leur essence dans la philosophie asiatique. Et là, il y a des choses intéressantes. C'est pour ça qu'on peut faire le lien avec le premier livre, même si celui-ci ne fournit pas de conseils sur le bien-être.
ça ne parle pas de méditation par exemple, on sait que dans le karaté, on peut trouver ces choses. Mais ce livre est beaucoup plus orienté d'un point de vue histoire et d'un point de vue martial. C'est ce qui m'a vraiment passionné. Alors, Kenji Tokitsu, il est né en 1947. Il n'est plus tout jeune. Il est ici. On le voit en première page. Cet homme est docteur en civilisation japonaise et en japonais, en langue japonaise, diplômé d'une université du Japon, et il est docteur en sociologie d'une université parisienne, je ne sais pas laquelle, ça n'est pas précisé. Et donc c'est un pratiquant de karaté, il fait aussi du sabre et des arts martiaux chinois également. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une plume vraiment de qualité. Alors moi, je connaissais cet auteur parce que Kenji Tokitsu, j'en avais entendu parler par un de mes premiers professeurs de karaté qui s'appelle Jacques Tapol et qui a connu cet homme, je crois bien. Et donc j'en avais entendu parler il y a vraiment très très longtemps. Donc j'ai déjà lu 2 livres de Kenji Tokitsu qui m'avaient beaucoup plu, vraiment. Des livres plus philosophiques sur l'histoire du karaté. Et je me suis dit qu'un livre d'histoire, c'était intéressant, d'autant plus qu'il est extrêmement bien documenté. C'est très agréable. Ce livre est riche en photographies, en plans, en explications. Et il y a même pas mal d'explications sur les idéogrammes japonais, leur signification dans un contexte du karaté. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, il est séparé en 7 parties qui vont nous conter les aventures du karaté depuis sa naissance, probablement à Okinawa avec des origines chinoises. Donc Okinawa, petite île, pour les passionnés de Japon, évidemment, ça paraît évident, mais les gens qui ne seraient pas, petite île du Japon, au sud, loin au sud-ouest des îles principales japonaises. Donc nous avons une carte ici, pour nous situer Okinawa et les villes principales de l'archipel okinawayen. Et on a beaucoup de photographies dans ce livre. Vraiment beaucoup de documents. Je vais vous en montrer quelques-unes. Là, on a une photo de 1913 d'un clan japonais. Et ici, des entraînements de maîtres de karaté. Il est vraiment très riche en photographie, donc je ne vais pas tout vous montrer, mais il y a vraiment énormément de documentation qui ne sont pas des photos de combat ou d'apprentissage de technique. On n'apprend pas à faire du karaté avec ce livre. On en apprend sur le karaté et sur son histoire. C'est ça qui m'a vraiment intéressé. Donc ce livre est vraiment bien fichu. Je vais quand même vous citer les parties. Je vais vous les montrer très très rapidement. Alors, on a une première partie, la culture d'Okinawa entre Chine et Japon, à l'intérieur de laquelle on en apprend davantage sur les origines chinoises du karaté, avec les contacts entre Okinawa et la Chine, à une époque où Okinawa ne faisait pas partie de l'Empire japonais, c'était un royaume indépendant. Et au XIVe siècle, ils sont entrés en contact avec les empereurs chinois. Ils sont un peu devenus... le seigneur local est devenu vassal de l'empereur de Chine. Et il y a eu des contacts avec les Chinois qui, avec l'envoi de délégations militaires sur Okinawa, ont apporté vraisemblablement un savoir martial à main nue qui est devenu plus tard le karaté. Alors il y a une petite partie intéressante, c'est pour les spécialistes, mais je vais quand même la lire, elle est vraiment très très courte, c'est vraiment très court, mais c'est vraiment intéressant. On entend souvent, même dans l'imaginaire populaire, les gens le savent en général, que le karaté serait né de la frustration des Okinawaïens de ne pas pouvoir utiliser d'armes parce que les Japonais, après la conquête, leur auraient supprimé le droit d'utiliser des armes. Et Kenji Tokitsu rétablit la vérité. Je vais vous situer ce passage. C'est au chapitre, je crois, premier. C'est dans la première partie. Voilà ce qu'il nous dit. Je dois apporter une précision concernant une phrase de l'article 4, l'article cité précédemment. 2 points ouvrez les guillemets. Il a rassemblé des armes pour protéger son pays,
fermez les guillemets. Donc il parle d'un seigneur. Cette phrase ne signifie pas que le roi a augmenté son armement, mais qu'il a fait rassembler toutes les armes du pays dans son château. Il s'agit d'un désarmement de la population et surtout des seigneurs locaux. Le premier désarmement d'Okinawa a donc été effectué par le roi d'Okinawa et non pas par des étrangers. Voilà, ça c'est une petite vérité sympathique à rétablir. On entend souvent à tort que ce sont les Japonais qui ont empêché les Okinawaïens d'utiliser des armes. Or, Kenji Tokitsu, par le biais de ce travail de recherche historique, nous rappelle que non, ce sont bien les seigneurs d'Okinawa qui l'ont fait. Alors voilà, là on a encore une jolie photo. Donc ce sont des samouraïs japonais en costume, comme ceux qui ont envahi Okinawa. Donc dans ce livre, il y a énormément de photos de ce genre qui pourraient plaire à des passionnés du Japon et pas simplement donc à des pratiquants d'arts martiaux ou de karaté. Hein. Comme le livre est très riche en illustrations, en photographie, ça c'est vraiment très plaisant. Donc je vais passer sur ces 7 parties très rapidement. On a une troisième partie, si ça colle, voilà, une troisième partie sur l'émergence du karaté moderne, avec encore une photographie. Ici, c'est un vieux château, le château de Shuri à Okinawa, avec des gens qui s'entraînent devant. Nous avons ensuite la 4e partie, la diffusion du karaté et de l'école Shotokan. Alors, je vais m'arrêter sur cette petite partie juste pour en dire un mot. Alors, l'école Shotokan ou Shotokan, on entend l'immense majorité du temps, Shotokan, mais pour établir la vérité dans la prononciation japonaise, on devrait dire Shotokan. Je ne sais pas comment ça se fait que personne ne se corrige et qu'on ne rétablit pas la vérité, parce que c'est un tout petit détail amusant, mais dans la pratique du karaté, quand on fait du karaté ou d'autres arts martiaux, on apprend certaines prononciations et les mots en AN se prononcent AN. Pratiquement tous. Et par contre, pour Shotokan, les gens s'entêtent à dire Shotokan, alors qu'on est vraiment face à une prononciation Shotokan. Pour les connaisseurs, on a un kata qui s'appelle Eian Nidan. Il ne viendrait pas à l'esprit des gens de dire Eian Nidan ou Eian Nidan. On prononce le N en japonais. Donc ça, c'est juste pour la petite anecdote, mais c'est vrai que ça serait bien de rectifier ça. Et c'est très intéressant cette histoire. Donc on nous parle de la vie de cet homme, Gishin Funakoshi, qui est extrêmement connu, qui est sans doute un des sensei japonais les plus connus au monde. Et pour cause, c'est celui qui a permis la sortie du karaté d'Okinawa, en tout cas un de ceux qui a permis de le faire, qui a codifié grandement le karaté et qui a permis une diffusion internationale par le biais de cette école qu'il a inventée, l'école Shotokan ou Shotokan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Shotokan, Shotokan? Shoto, c'était un nom de plume que cet homme avait pris parce qu'il écrivait de la poésie. Et ça veut dire le bruissement des pins. Cet homme allait se promener près d'une forêt et il entendait le bruissement des pins, ça lui plaisait, c'est très poétique. Donc il a pris ce nom Shoto pour ce nom de plume. Et quand il a ouvert son dojo, c'est-à-dire le lieu où il a entraîné ses premiers élèves, il a rajouté kan, parce que kan en japonais ça veut dire maison ou dojo. Donc Shotokan, le lieu du bruissement des pins, ou l'endroit de Shoto. C'est le pseudonyme utilisé par Gishin Funakoshi. Donc on en apprend beaucoup sur la vie du Japon à cette époque. Je vais vous citer un tout petit extrait pour vous donner la teneur et pourquoi c'est intéressant au-delà de l'aspect du karaté. C'est ça qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'on en apprend beaucoup au-delà même de tout ce qui pourrait avoir rapport avec des arts martiaux qui pourrait paraître ne pas intéressant pour des non-pratiquants. Donc là, on a une petite explication sur les premières années de Gishin Funakoshi quand il était à Okinawa. Alors l'auteur nous dit « Il veut d'abord étudier la médecine, mais au moment de se présenter à l'école, il prend connaissance de la règle suivante. Un étudiant en médecine ne doit pas porter le chignon. Dans la société d'avant les réformes, le chignon attestait du statut de la famille et symbolisait, matériellement, la continuité avec les ancêtres. Or, l'importance que revêt au Japon le culte des ancêtres est particulièrement accentuée à Okinawa, et Gishin Funakoshi
ne pouvant accepter une telle offense, préfère renoncer à la médecine. Il conserve son chignon jusqu'à l'âge de 20 ans, et lorsqu'il décide de se couper les cheveux, cela provoque un conflit familial. Donc voilà, ça continue évidemment, pas mal d'anecdotes comme ça, et c'est très intéressant parce que ça nous plonge vraiment dans ce Japon ancien du début du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle, et évidemment on en apprend davantage sur les codes usuels de cette époque. Je sais aujourd'hui que le Japon fascine quand même beaucoup de gens. Alors c'est beaucoup la pop culture, moi aussi j'aime bien la pop culture japonaise, qui fascine, mais il y a aussi pas mal de gens qui sont intéressés par le côté traditionnel, et on apprend pas mal de choses sur le côté traditionnel du Japon dans cet ouvrage. Donc voilà pour ce qui est de ce qu'on peut apprendre à propos du Shotokan. Il y a des choses intéressantes. L'auteur Kenji Tokitsu, il revient sur des choses de base en fait qui sont intéressantes à raconter. 2 petites anecdotes sur la tenue du karaté et sur les ceintures. Alors, on a tous cette image en tête. Un karatéka ou un judoka, il a un kimono blanc et il a des ceintures de couleur. Alors Kenji Tokitsu, il nous rappelle qu'au début, les gens pratiquaient dans n'importe quelle tenue et qu'il n'y avait pas de ceinture. Tout ça est venu se codifier très tardivement. Notre ami que je viens de montrer, Gishin Funakoshi, un jour il devait faire une présentation, il n'avait pas de quoi s'habiller, et on a un témoignage d'un de ses élèves qui nous dit ici, à propos de son kimono blanc, comment c'est apparu. Donc il s'appelle Gima, cet homme. À cette époque, il n'y avait pas d'habit d'entraînement spécialement conçu pour le karaté. Maître Funakoshi est allé acheter un tissu de coton blanc chez un grossiste à Kanda, et il a lui-même confectionné l'habit à la main, en copiant l'habit de judo. Bon, ça continue, il y a un très long témoignage. Et donc voilà, ça c'est amusant parce que on nous l'apprend, la tenue n'était pas codifiée avant. Et à Okinawa, où il fait très très chaud l'été, moi j'y suis pas allé, mais enfin c'est un monde tropical, il fait vraiment très chaud, on comprend que les karatékas s'entraînaient torse nu ou avec un petit pantalon léger. Ça continue d'ailleurs encore pour certains entraînements sur la plage je crois, ou en extérieur en tout cas. Et toujours est-il qu'on n'était pas tenu d'avoir ce vêtement kimono, appelé abusivement kimono, en fait c'est un karaté-gi, une tenue de karaté, ou un keikogi aussi on peut dire, un vêtement de travail pour travailler. Mais en réalité, les gens avaient tout type de vêtements. Quant à la codification des ceintures, eh bien c'est pareil, c'est une sorte de concession faite pour que le karaté se diffuse plus facilement à travers le monde, pour que la progression des gens soit plus visible. C'est pas du tout dans la philosophie martiale initiale. On se moque de savoir quel grade on a. Et la ceinture noire est arrivée assez tardivement, mais c'est surtout après, on a décliné tout un tas de couleurs pour donner les grades, les couleurs que vous connaissez, jaune, orange, vert, bleu. Et donc voilà, pour que les gens puissent se dire « Ah, on est satisfait d'avoir un nouveau grade ». C'est très compréhensible, en tout cas c'est une mentalité aussi occidentale, mais pour les enfants c'est vrai que c'est pas mal, ils sont contents d'avoir un nouveau grade. Mais l'auteur nous rappelle que ça n'était pas comme ça à l'origine. Et d'ailleurs il y a encore des arts martiaux aujourd'hui, comme l'aïkido, où il n'y a pas de ceinture intermédiaire de couleur. Donc ça n'est pas complètement perdu. Le karaté a fait cette concession, le judo aussi. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il reste des écoles de karaté au Japon où il n'y a pas de ceinture intermédiaire. Même si ça devient rare, beaucoup de gens maintenant ont décliné toutes les ceintures de couleur, même au Japon. Alors, je ne vais pas faire beaucoup plus long sur ce livre. On traverse ensuite d'autres chapitres. Un qui est passionnant, le chapitre 5, qui est sur la diversification des styles okinawaïens. Donc on a ici Kanei Uechi, qui est un pratiquant de karaté qui a inventé un style majeur du karaté okinawaïen, qui est le Uechi Ryu. Alors n'y voyez rien de mégalomane ou bien un ego surdimensionné. Kenji Tokitsu lui-même continue la tradition puisqu'il a appelé son propre style le Tokitsu Ryu.
Et Uechi Ryu, eh bien, cet homme a pris son nom, ça se faisait beaucoup à l'époque. On prenait son nom pour inventer son style. Ça n'avait rien particulièrement de mégalomane en réalité. Donc là, on traverse les grands styles okinawaens dans ce chapitre, le Goju Ryu, le Shorin Ryu, le Shito Ryu et le Uechi Ryu. Donc il y a plein d'autres styles, là c'est pour les connaisseurs. Il y a plein de styles différents de karaté au Japon et à Okinawa qui n'ont pas tous la même codification, ils n'ont pas non plus tous la même ressemblance visuellement parlant. Il y a quand même des différences. Là je parle pour les novices qui n'y connaissent rien. Il y a quand même pas mal de différences dans ces styles de karaté. Donc ce chapitre est très intéressant. On nous parle de toute l'histoire de ces styles, comment ils se sont fondés, pourquoi, comment. On a des anecdotes sur des combattants. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, le livre se termine par un chapitre intéressant sur l'avenir du karaté. Donc, je passe directement au chapitre 7, l'avenir du karaté sport ou budo. Donc, le budo, c'est ce qu'on peut traduire par la voie en japonais. Et donc, est-ce qu'on recherche une voie martiale ou est-ce qu'on recherche à faire du sport? Ça, c'est un débat d'hyper actualité. Moi, je vous le disais tout à l'heure en introduction, je ne suis pas un sportif au sens sport du terme, ça ne m'intéresse pas. Les médailles ne m'intéressent pas, la compétition ne m'intéresse pas. Je peux comprendre qu'elle soit utile et que ce soit formateur d'aller faire de la compétition. Évidemment, il y a des gens qui aiment ça, ça peut motiver aussi les enfants, mais Kenji Tokitsu pose la question, est-ce qu'on est encore dans le karaté quand on fait du sport? Alors lui, il a une analyse, il est plutôt, il prend ça plutôt d'un point de vue martial, le karaté, mais il explique qu'il pense que le karaté n'a pas encore fait son chemin, qu'il a encore à travailler, qu'il a encore à se chercher, à se trouver, et que c'est normal de passer par cette voie de recherche différentes, y compris dans le sport. C'est vrai que reste-t-il d'un karaté martial qui, à la base, était fait pour se défendre, quand finalement on en fait une activité pour gagner des points, des médailles et être en bonne santé éventuellement. C'est très bien, ça nous fait une activité sportive, moi je ne remets pas en cause, mais ça pose la question de que reste-t-il des arts martiaux traditionnels. Alors on pourrait très bien dire que les gens qui pratiquent le sabre aujourd'hui ne peuvent plus trancher ni tête ni jambes et qu'ils n'en auront pas besoin vraisemblablement, et on l'espère, dans la rue, et donc ils pratiquent le sabre uniquement pour continuer à transmettre cette codification, cette perfection du geste avec le sabre, et qu'ils sont amoureux de l'objet aussi, de toute la philosophie qui va avec, et c'est très bien comme ça. Après il y a de la coupe, on peut couper au sabre bien sûr, mais la finalité de l'objet n'est plus là. On ne s'en sert plus comme un objet martial pour se défendre. Et le karaté, même si éventuellement, pourquoi pas, on pourrait l'utiliser si un jour on est embêté et qu'on a comme ultime recours de se défendre, c'est un des préceptes du karaté, c'est d'utiliser le karaté pour se défendre uniquement, eh bien, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on est encore dans une pratique martiale? Alors, ça c'est amusant, et je vais conclure ma vidéo comme ça. Ce livre était passionnant, et il y a vraiment des anecdotes intéressantes. Il y a une anecdote à propos d'un homme qui s'appelle Shoki Motobu, et donc qui est un pratiquant de la fin du 19e siècle. Et ce qui est amusant, c'est qu'on nous dit souvent le karaté c'est pour se défendre, et c'est vrai, aujourd'hui en tout cas c'est comme ça qu'il a été codifié, même par le monsieur que je vous ai montré tout à l'heure, par Gishin Funakoshi, et par bien d'autres. Mais cet homme, je l'avais noté, je voulais vous dire une déclaration qu'il avait faite, eh bien non, j'ai oublié de noter la référence, tant pis, c'est pas grave. Donc cet homme, Motobu, eh bien, il adorait se bagarrer. Alors ça, c'est très amusant que Kenji Tokitsu, il ait fait tout un chapitre là-dessus pour nous le rappeler. Cet homme, il aimait relever des défis, il aimait aller provoquer d'autres jeunes pour montrer qu'il était le plus fort et pour mettre en pratique son karaté. Donc ça, c'est une notion qui a vraiment beaucoup disparu aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est aussi compréhensible. On va au dojo s'entraîner dans une salle, on n'est pas là pour se casser un poignet, se casser une clavicule et ne pas pouvoir aller s'entraîner la fois d'après. Donc, évidemment, c'est sûr qu'avec cette perception-là du karaté, on comprend pourquoi Kenji Tokitsu, il nous rappelle qu'il y a maintenant plusieurs chemins possibles pour le karaté pour trouver une nouvelle voie en réalité. Donc ce livre, il était vraiment intéressant. En petit bonus à la fin, il y a un lexique
de mots japonais de 5 pages qui nous en apprend beaucoup plus sur la terminologie employée, pas forcément en se cantonnant au karaté, mais à des expressions japonaises qui sont transversales, qu'on retrouve dans d'autres traditions. Il nous parle d'ailleurs à l'intérieur de ce livre des katas, il nous en parle beaucoup. Les katas, pour ceux qui ne connaissent pas, petit rappel, petite découverte, c'est une codification de techniques qu'on a dans les arts martiaux japonais ou autres, mais le mot kata c'est japonais, et donc c'est un ensemble de mouvements. Je vais faire très simple pour les gens qui ne connaissent rien. Des allers et retours dans un sens, dans un autre, avec des mouvements particuliers qui nous permettent d'enrichir nos techniques, de les perfectionner, de les approfondir. Et c'est une sorte de combat imaginaire contre un adversaire. Et Kenji Tokitsu, il rappelle que les katas ne sont pas propres aux arts martiaux. Il y a des katas, au Japon, c'est une notion qu'on trouve dans plein de disciplines. On peut trouver un kata dans l'art floral, le fameux ikebana. Donc le kata, c'est une manière de faire les choses. On a aussi des katas dans d'autres domaines artistiques, nous explique-t-il. Et d'ailleurs, il a écrit un livre passionnant sur les katas à travers la société japonaise qui s'éloigne vraiment des arts martiaux. Donc voilà, écoutez, franchement, ce livre, je le conseille. Il est vraiment intéressant. Pour moi, c'est le meilleur livre que j'ai lu sur l'histoire du karaté. On a énormément d'informations, on a énormément de jolies photographies d'archives et un style précis qui ne se perd pas dans des détails trop longs. Ce livre est bien écrit, l'auteur Kenji Tokitsu il maîtrise son sujet évidemment et on le sent à travers sa plume. C'était un bon moment pour moi de voyager à travers l'histoire du karaté-do. Voilà, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie d'en découvrir un petit peu plus sur le karaté et je vous dis à bientôt.